Hola. Konnichiwa. Xin chào. Sawadika. Apa kabar? Bienvenue à vous, chers auditeurs, pour cette nouvelle édition du Courrier des auditeurs. C'est un Courrier des auditeurs un peu particulier puisque c'est celui du Nouvel An lunaire. Aujourd'hui, on est exactement le premier jour du Nouvel An lunaire de l'année du Dragon. Donc, on voulait d'abord vous souhaiter une très bonne année du Dragon. Vous êtes en Bonne compagnie année. vous êtes en compagnie de Valentin Floquet. Et de Lisa. Et donc, pour ce Courrier des auditeurs, nous allons vous parler un petit peu du Nouvel An, mais pas seulement, puisqu'on a aussi 2-3 autres thématiques, d'autres questions que nous avons reçues et que l'on va traiter. On va commencer peut-être par les concours. Oui, alors on a un concours trimestriel et Oui. un concours mensuel pour le mois de février. Donc on va vous les rappeler. Alors, le trimestriel, je pense que vous commencez à le connaître. Ça fait plus d'un Ouais. mois qu'on vous l'a posé. Il demandait en fait de citer au moins 3 artistes, auteurs, cinéastes taïwanais qui sont allés en France en 2023. Une forme de rétrospective, etc. Avec beaucoup d'artistes dans le cadre de tout type d'art au final. Mhm. Vous avez vraiment un large panel de possibilités, que ce soit pour même certaines émissions télé. Je donne un indice, mais pas plus. Je pense que ça a été l'artiste taïwanais le plus connu en France cette année. Voilà. Bon, Je donne moi un ça peu me plus. dit rien en tout cas. Ouais. Donc Et donc, voilà, il y a plein d'autres noms. Peut-être qu'on n'en a pas beaucoup parlé, par exemple, de celui-là, mais bon, il y a plein d'exemples possibles. Et donc, ce qu'il y a à gagner, c'est un couteau à lame en céramique et en forme de petit perroquet vert ou bleu. Et il y aura 4 gagnants pour ce concours. Donc, vous avez encore plus d'un mois pour pouvoir participer au concours trimestriel. On vous invite à même renouveler, étoffer vos réponses si vous avez envie. Mais le principe, c'est que si vous avez au moins 3 artistes qui sont allés en France dans vos bonnes réponses, vous serez élu pour le tirage au sort. voilà. Donc allez-y si vous voulez gagner un petit couteau en céramique. C'est pratique pour introduire dans les prisons. Ça passe pas au portique. Non, je plaisante. Dans les prisons. Ah, c'est peut-être à cause des thématiques des décryptages de ces dernières semaines, non? Les prisons, la terreur blanche, ça Les ça a un thématiques peu des prochaines déteint semaines. sur toi. Mais ouais, donc ouais. Et donc voilà pour le concours trimestriel. Après, il y a le concours mensuel qui se réfère à une question d'actualité Tout à fait. qui a été l'actualité phare de ce début d'année pour Taïwan, et qui demande en fait qui demande sur les 113 sièges parlementaires, combien y a-t-il eu de députés femmes? On a reçu plusieurs bonnes réponses en tout cas. Voilà, déjà, alors que le concours vient de commencer. Vous avez encore jusqu'à la fin du mois pour pouvoir y participer. Et il y a en plus un concours spécial, si je ne me trompe pas, où il faut commenter ou rapporter votre écoute de l'émission Femmes d'ombre, Femmes de lumière du 8 février. Oui, on peut gagner des chunlian, je crois. Voilà, et c'est des cartes postales de plans de thé. Ah d'accord, c'est pas ça. Ok, autant Oui. pour moi. Oui, et C'est le peut-être l'année dernière. cadeau pour le concours mensuel, parce que je ne l'ai pas donné. Donc il y a 4 cartes postales des plans de thé à gagner. Et le cadeau pour le concours mensuel, c'est une cacahuète en verre, un objet de bon augure pour le nouvel an lunaire, justement. Mais on n'a pas... J'ai pas ici le... Alors peut-être qu'il y en a qu'une, je sais pas. Non, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, mais j'ai pas Mm. le chiffre là. Bon, Mais c'est pas faudra- 4 ou 3? Je sais pas écrit. Bon. Donc Des cacahuètes. on reviendra la semaine prochaine pour le courrier des auditeurs pour vous donner le chiffre. Mais je le note comme ça, on saura pour la prochaine fois. Ok. Voilà, en tout cas Ben, pour ce concours trimestriel. Voilà, et en parlant du Nouvel An lunaire, on a reçu quelques rapports d'écoute oubliés par Paul Jamet, qui nous a écrit et qui nous a envoyé plusieurs rapports d'écoute un petit peu en retard, mais ne vous inquiétez pas, on est content de les recevoir, peu importe la date. Il y a des rapports d'écoute du 9 décembre, du 29 novembre, voilà, tous des rapports d'écoute qui nous viennent de l'Isle-Adam par Paul Jamet, merci à lui. On a aussi d'ailleurs reçu des courriers de Gilbert Dupont avec un rapport
d'écoute sur les ondes courtes du 26 janvier, mais aussi des courriers de Philippe Marsan, de Jacques Augustin ou encore de Ralph Urbansik. Je ne sais pas du tout comment ça se prononce, je suis vraiment désolée, de Eisleben en Allemagne. Voilà, donc merci à eux. Et merci à Paul Jamet pour sa question. Il nous demande si c'est l'année du dragon bleu ou celle du dragon de bois, parce qu'il a lu les deux sur Internet, sans doute. Et donc, je me suis un petit peu renseignée, parce que je n'y connais pas grand-chose. Un peu de géomancie supplémentaire. Voilà, mais d'abord, pour rappel, le Nouvel An lunaire a commencé aujourd'hui, le 10 février. Et oui, c'est déjà aujourd'hui. Et donc, c'est le passage à l'année du dragon de bois. Alors, comme vous savez, le Nouvel An lunaire s'inscrit dans un cycle de 12 années, donc tout associé à un animal. Donc, on a le cochon, le chien, le coq, le singe, le bouc, le serpent, le dragon, le chat, le tigre, le buffle et le rat. Et chaque nouvelle année est également symbolisée par l'un des 5 éléments. Donc, on a l'eau, le feu, le métal, le bois et la terre. Et j'ai lu que les anciens astronomes chinois auraient associé les 5 planètes principales aux 5 éléments. Donc Jupiter, c'est le bois, Mars, c'est le feu, Saturne, c'est la terre, Vénus, c'est le métal et Mercure, c'est l'eau. Donc à ces planètes sont encore associées des couleurs symboliques et le bois, c'est associé au vert, mais disons c'est à la couleur Qing Se. Donc c'est un peu vert, bleu, bleu, vert. Enfin, ça dépend des fois, ça dépend de la lumière, de comment on le voit. Et donc c'est lié à Jupiter. Donc Jupiter égale vert égale bois. Et donc c'est pour ça qu'on a le dragon de bois. Dragon de bois et dragon vert. Voilà, tout à fait. J'ai aussi lu que le dragon de bois était censé apporter la créativité et la chance. Et parce que le dragon, c'est considéré comme un signe de bon augure en général, caractérisé par sa détermination, son courage, son optimisme. Donc toutes les personnes nées en 1940, en 1952, en 1964, en 1976, en 1988, 2000, 2012 et donc 2024 sont toutes des dragons, selon le zodiaque chinois. Alors, je suis un petit peu allée chercher les personnes célèbres du signe du dragon. Donc, on a par exemple Salvador Dali, Stanley Kubrick, Shakira, Al Pacino, Kirk Douglas, Emma Stone, Monica Bellucci, Rihanna, Che Guevara, Bruce Lee, Vladimir Poutine, Didier Raoult, Jean-Paul Gaultier, Ramadis, le roi de Thaïlande, Hun Sen, le premier ministre cambodgien, Edoui Plenel, Thierry Lhermitte, enfin vraiment on a de tout. Donc oui, dites-nous si ces personnalités correspondent à l'horoscope. De bon augure, détermination, optimisme et courage. Bon. À vérifier. Optimisme et courage. Sur certains noms, je pourrais pas vraiment trop l'associer, mais bon. Voilà, c'est peut-être... C'est peut-être l'angle de vue à revoir pour moi. C'est peut-être un signe qu'il ne faut pas prêter tant d'attention au signe du zodiaque. Ouais. Bref, en tout cas, je suis allée un petit peu chercher l'horoscope ou alors les signes ou les couleurs, les chiffres de bon augure pour les dragons. Donc, par exemple... les Taïwanais, enfin certains Taïwanais, on va dire, sont assez attentifs à ces choses-là, donc c'est bien de le mentionner. Donc il y a des chiffres malchanceux, des chiffres chanceux. Donc par exemple, il faut, si on est un dragon, il faut porter une attention toute particulière aux numéros qui entrent dans notre vie. Donc par exemple, les numéros de carte de crédit, les codes PIN, les mots de passe. Les plaques d'immatriculation personnalisées, enfin des choses comme ça. Numéro de téléphone, date de naissance d'un enfant, je parie que ça passe. Oui, mais bon, ça on peut pas y faire grand-chose. Faut mais... y faire attention, faut faire des choses, faut agir en fonction de ces chiffres qui rentrent dans notre vie. Voilà, donc il y a les chiffres 1, 6 et 7 sont des bons chiffres, par exemple. Il y a aussi ensuite il y a le 3 et le 8 qui sont des mauvais chiffres. Donc ça peut aider peut-être à hacker des codes PIN... Ouais. de Taïwanais. Ah, peut-être s'ils sont des signes du dragon, s'ils font attention. Ça peut baisser les probabilités.
Voilà. Sinon, pour les couleurs malchanceuses et chanceuses, alors on a l'or, le blanc et le gris, qui sont considérés comme des bonnes couleurs pour les dragons, pour cette année en tout cas. Donc s'il faut repeindre sa chambre, choisir une tenue pour une occasion importante, voilà, ce sont les couleurs à privilégier. Et sinon, il y a le bleu et le vert qui sont des couleurs malchanceuses. Alors, c'est bizarre parce que ce sont les couleurs associées au dragon. Oui. Mais c'est peut-être lié au fait que, par exemple, quand c'est notre année du dragon, quand est l'année du dragon, il faut aller au temple pour justement essayer d'éloigner la malchance parce que c'est considéré comme une mauvaise année pour nous. Mais en fait, si on est déjà vert soi-même, si on met du vert sur soi, ça fonctionne pas. Mm. Faut contraster un petit peu. Ah ouais, peut-être que c'est Ah pour bon. ça. Après, c'est toujours dans le principe du hiking et de l'équilibre des forces Mhm. du contraste au final de la vie, entre guillemets. Voilà, je théorise beaucoup. Ouais, mais, ouais, non, mais c'est et, peut-être ça, hein. En tout cas, c'est à éviter pour l'habillement et la décoration. hmm. Ensuite, par rapport aux directions, donc si vous êtes un dragon et que vous voulez faire construire une nouvelle maison ou aménager un appartement ou quelque chose comme ça, il faut privilégier les points cardinaux, l'est, le nord et le sud, qui sont en votre faveur. Et il faut éviter à tout prix le nord-ouest. Oui, le nord-ouest. Bon, Le nord-ouest, je donc sais pas pourquoi, n'allez pas à mais- Shinju. Voilà. Si on est à Taipei. Si vous êtes à Taïwan, oui. Voilà. Si vous êtes dragon, ne passez pas par Shinju. N'allez pas voir les comment ça s'appelle, les kakis séchés, Mhm. voilà, tout ça. Ou n'allez pas visiter le centre de la tech taïwanais. J'ai aussi lu que pour les relations amoureuses, il fallait privilégier les personnes nées sous le signe du rat, du tigre ou du serpent, puisque ce sont des relations plus stables et enrichissantes. Et il faudra plutôt éviter les personnes nées sous l'année du buffle, de la chèvre ou du chien. Donc voilà. Si vous êtes marié, Voilà, évitez votre voilà, il faut partenaire. peut-être divorcer, Du je sais pas. de la chèvre ou du chien. Ou peut-être pas, justement pour rester marié, peut-être éviter tout conflit avec votre conjoint ou conjointe. Et on peut peut-être terminer ce sujet en expliquant que dans notre émission spéciale du Nouvel An lunaire, cette année, Florian nous avait fait un très grand topo sur la géomancie sous le signe du dragon et toutes les significations que cela apporte en général d'être dragon, de vivre sous une année de dragon, etc. Donc je vous invite à aller réécouter l'émission. Mm. Voilà. C'est vrai. Voilà donc pour cette question. Merci à Paul Jamet Merci pour à sa Paul Jamet. question. Et on a, je crois, une autre question. Alors, c'est pas de Paul Jamet. Non, de Philippe Marsan. Ah, Philippe Marsan. Oui, Philippe Qui nous Marsan. a écrit d'ailleurs pour nous raconter son expérience de service militaire. Il nous a dit qu'il avait fait son service militaire obligatoire en conscription il y a plus de 50 ans en Allemagne. Selon les accords conclus entre la France et l'Allemagne, ça devait durer 1 an, ce qui correspondait à un délai normal selon lui pour apprendre la vie à l'armée. Et il nous précise qu'il n'y était pas allé avec plaisir, mais qu'il n'avait pas le choix et qu'il était à 1300 km de chez lui, donc ça a dû lui manquer. Voilà, il réagissait à une émission qu'on a faite et on a évoqué le service militaire qui a été allongé à Taïwan. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était rigolo de partager cette petite anecdote de notre auditeur. Voilà, je savais pas que ça existait, le service militaire obligatoire dans un autre pays comme ça. Oui, c'est vrai que pour le service militaire obligatoire, ça peut être intéressant quand même de pouvoir découvrir aussi d'autres pratiques, d'autres méthodes militaires. Et, bon, on sait avec l'histoire entre l'Allemagne et la France que c'est un parmi beaucoup d'autres points qui ont été mis sur la table entre la France et l'Allemagne pour faire la réconciliation franco-allemande. voilà, et pour garder ces liens particuliers qu'ont désormais le couple franco-allemand. Voilà, donc merci à lui. Et alors, notre question nous Oui. vient de Et Philippe Marsan toujours, sur TSMC, je crois. sur TSMC, alors non, là c'est Tesla. Et la question est assez simple en réalité, puisqu'il s'agit de savoir si beaucoup de gens parlent, ou est-ce qu'on parle beaucoup de la marque Tesla à Taïwan. Tesla est en termes de véhicules électriques à 4 roues, entre guillemets, puisqu'il y a les 2 roues, etc. Vraiment véhicule de tourisme.
c'est la plus grosse marque électrique à Taïwan, hein. C'est quasiment, je vais pas dire l'unique parce qu'il y a toutes les hybrides. Mais si on parle en 100% électrique, c'est quand même l'un des les seuls modèles en 100% électrique qu'il y a à Taïwan pratiquement. Il y a du Toyota et enfin, il y a des marques japonaises, il y a les marques coréennes aussi, mais la plupart sont quand même choisies en hybride quand elles sont achetées à Taïwan, alors que Tesla, c'est vraiment, ils font que du tout électrique et c'est la marque favorite des Taïwanais dans ce cas. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'en termes d'électrique, les véhicules électriques, même si on y comprend les véhicules hybrides, sont principalement des Toyota et des voitures japonaises. Les coréennes aussi commencent à monter au niveau du marché. Mais les Toyota, des RAV4 hybrides ou même des Prius sont très prisés à Taïwan. Et c'est vraiment dans ce domaine-là qu'il y a le plus de véhicules électriques. Après, en tout électrique, Tesla, donc on a dit, reste le principal, mais on parle d'environ 4000, 5000 véhicules par an vendus sur un total de 80 000 véhicules par an. Ça reste encore assez bas au final par rapport au parc automobile complet, vu que là, en 2022, fin 2022, il n'y avait que 3,4% des voitures électriques, des voitures à Taïwan enregistrées, immatriculées, qui étaient des voitures électriques. Donc voilà, c'est pour donner un peu une idée, il n'y a pas tant de voitures que ça électriques à Taïwan. Après, est-ce qu'on en parle ? On en parle beaucoup aussi de Tesla sur un autre aspect en fait, vu que il y a eu plusieurs articles à Taïwan qui sont sortis qui expliquaient qu'en fait une Tesla elle est fabriquée à 70% à partir de pièces taïwanaises. Et c'est là-dessus surtout en fait que l'accent est mis dans les médias taïwanais, c'est que Tesla, c'est une voiture quand même qui a besoin des fournisseurs taïwanais, que ce soit en termes de puces électroniques, au niveau des pièces pour les moteurs, en fait, tout ce qui est composant pour fabriquer la voiture Tesla, beaucoup vient de Taïwan, et en tout cas tout ce qui est toute la partie stratégique, que ce soit au niveau du moteur ou tout ce qui est composant particulier à la voiture électrique. Et c'est pour ça en fait... Et aussi, on parle de ça, mais on parle aussi dans des voitures électriques modernes actuelles, surtout le Tesla. On parle aussi de tout ce qui est conduite autonome, donc tout ce qui est radar, capteur, aussi tout ce type, toute cette gamme de produits-là, les écrans bien sûr, hein, d'habitacle. On sait qu'il y a deux grands pays constructeurs d'écrans actuellement, c'est la Corée du Sud et Taïwan. Et donc, encore une fois, souvent Taïwan est fournisseur des constructeurs américains dans ce domaine-là. Mais en tant que véhicule électrique, on peut aussi parler de la N7, hein, de la voiture développée par Foxconn et commercialisée par Luxgen à Taïwan. Hein. Luxgen, c'est le constructeur automobile de Taïwan. Ça a été d'abord l'usine des Toyota, qui a ensuite créé sa propre marque de voiture. Et donc, à Taïwan, Luxgen a son premier véhicule tout électrique, la N7, qui, j'en parle là maintenant parce que c'est vraiment, ça va arriver sur les routes taïwanaises d'ici quelques semaines maintenant, quelques mois au plus tard. Et donc, on va pouvoir un peu voir ce véhicule Foxconn, parce qu'il y a eu beaucoup d'annonces et beaucoup d'attentes derrière ce modèle. Foxconn, il faut le rappeler, essaie de mettre en avant sa stratégie sur les véhicules électriques, hein, et essaie de vendre des voitures vraiment électriques, mais surtout un concept industriel derrière qui puisse être accessible à toute marque. C'est-à-dire que si demain vous êtes Coca-Cola et que vous voulez faire une voiture Coca-Cola, je dis Coca-Cola pour donner un exemple, Foxconn serait capable de faire le développement de votre voiture en 2-3 ans, alors que si vous passiez par une filière en faisant la création vous-même, ça vous prendrait une décennie, voire 2. Et bon voilà, c'est un peu le principe de Foxconn derrière son véhicule électrique. Et c'est vrai que des fois ça fait un petit peu de l'ombre à Tesla, mais les performances de chez Foxconn ne sont pas encore au rendez-vous. Donc voilà, pour le véhicule,
j'essaie d'élargir un peu plus que Tesla la question sur le véhicule électrique à Taïwan. C'est vrai qu'on attend beaucoup de ce véhicule de chez Foxconn et les premiers essais du véhicule vont arriver là dans les semaines à venir. On va sûrement voir des youtubeurs et autres influenceurs et autres médias parler de cette N7 qui va sortir sur le marché et que les gens vont pouvoir commencer à essayer. Voilà donc pour ma réponse sur les véhicules électriques et Tesla plus particulièrement. J'espère que Philippe Marsan sera renseigné ou aura les informations qu'il attendait. Voilà, on a aussi une question de Jacques Augustin qui réagissait à une émission Retour à la source de Meg sur les échelles à poissons à Taïwan. Et il demandait qu'est-ce qu'il en était de la pêche à Taïwan. Est-ce que ça se faisait de manière industrielle et si les poissons étaient protégés, si la pêche était réglementée. Donc bon, c'est vraiment un large sujet qui touche à plein de thèmes, notamment l'industrie, le commerce, la protection de l'environnement, mais aussi les droits humains, parce que Taïwan est souvent épinglé par les organisations de protection des droits de l'homme pour le traitement des pêcheurs migrants, notamment en haute mer, où c'est plus difficile à contrôler. Mais bon, je vais rester sur la partie vraiment production, industrie. Donc, le secteur de la pêche à Taïwan, il est divisé en trois secteurs, on va dire. D'abord, la pêche en haute mer, qui fait référence aux activités de pêche conduites dans les zones situées hors de la zone économique exclusive de Taïwan, donc en dehors des 200 miles marins de la côte. Oui. Et donc, les principales méthodes de pêche qui sont utilisées à Taïwan sont la pêche au thon à la palangre. Je sais pas. Alors, franchement, j'ai appris plein de choses sur les méthodes de pêche. C'est un petit peu compliqué quand on est néophyte comme ça. Mais voilà, la palangre, c'est un engin de pêche dormant qui est composé d'une ligne mère sur laquelle sont fixés des avançons, qui sont des portions de fil de nylon et qui se terminent par un hameçon. Et donc, c'est une méthode de pêche qui a pour mérite d'épargner les fonds marins. On a aussi la pêche au thon dite à la seine, qui consiste à capturer les poissons à la surface en pleine eau en les encerclant à l'aide d'un filet de pêche, qui est appelé une seine. On a aussi la pêche avec des lumières pour attraper les balaous du Japon ou les chodaryu, qui sont très très consommés à Taïwan, mais aussi au Japon par exemple. On a aussi la pêche au jig, qui est un type de leurre de pêche lestée. Donc c'est une méthode qui est utilisée pour pêcher des calamars. On met, en fait, c'est des bateaux qui opèrent de nuit dans des eaux avec une profondeur de 60 à 120 mètres, avec des lumières pour illuminer l'eau et attirer les calamars. Et ensuite, ils sont attrapés lorsqu'ils attrapent les leurres qui sont secoués par des machines. Et c'est une méthode de pêche qui permet une pêche assez sélective, donc où il y a peu d'interaction avec les espèces protégées. Donc c'est un peu mieux au niveau environnemental. Et ensuite, il y a le pire, le chalutage, qui est vraiment la méthode la plus décriée par les groupes de protection de l'environnement, qui considèrent que c'est la plus néfaste non seulement pour l'environnement, mais aussi pour le climat, parce que ce sont des bateaux qui consomment énormément de carburant et qui rejettent plein de polluants dans la mer. Et cette méthode, ça consiste à racler le plancher océanique avec des engins qui sont vraiment lourds, ça capture les espèces sans distinction ou presque. Et ce sont des grands filets de pêche coniques qui sont remorqués soit par un navire, soit par deux navires. Et bon, c'est vrai qu'il existe plusieurs types de chaluts. Donc il y a des chaluts qui sont un petit peu plus sélectifs. Mais quand même, c'est une méthode qui reste très destructrice pour les zones marines. Et au niveau mondial, cette méthode concerne 26% des prises. Voilà, donc c'est bon à savoir. Et donc cette méthode est pratiquée à Taïwan. La pêche en haute mer représente environ chaque année 765 000 tonnes de poissons pour une valeur de 44,6 milliards de dollars taïwanais, donc c'est à peu près 1,3 milliard d'euros. Et ce qu'on peut dire, c'est que le Taïwan est leader dans le secteur de la pêche au thon en haute mer et numéro 2 pour la pêche au balaou du Japon, le fameux chodaryu qu'on aime bien manger avec un peu de sel et un filet de citron, tu sais, grillé comme ça.
Ah ouais, moi, tu peux parler de poissons qu'on mange. Hein. Je connais parfaitement. Voilà. Moi, la seule chose que je sais, c'est que ça me rend malade. Donc, je Ah peux oui, pas. c'est vrai Mais c'est vrai que j'ai des cesses de poisson. je Ok. peux pas, je connais pas du tout. Tout ce qui est poisson à Taïwan, j'ai aucune connaissance. Je suis nul parce que je m'y intéresse pas, je peux pas en manger. Et ouais. Mm. Désolée. Ah non, pas de J'ai souci. réveillé un trauma. Donc la flotte de pêche en haute mer taïwanaise compte plus de 2000 bateaux de pêche qui opèrent dans l'océan Pacifique, l'océan Indien, l'océan Atlantique. Et à travers des accords bilatéraux avec d'autres pays, les bateaux de pêche au thon taïwanais opèrent aussi dans les zones économiques exclusives de 26 pays qui disposent de zones côtières. Donc D'accord. il y a un certain nombre de mesures en place, bien sûr, pour contrôler le secteur, notamment une liste des bateaux de pêche autorisés à pêcher. Bon, ça c'est quand même la base, on va dire. Un programme d'observateurs qui montent à bord des bateaux de pêche, un système pour demander aux bateaux de se situer par positionnement satellite, des inspections en haute mer et dans les ports. Mais souvent, les associations de protection de l'environnement et des travailleurs migrants pointent du doigt le fait qu'il y a assez peu d'inspections et que finalement, ça reste très difficile à contrôler, notamment en raison du fait qu'il n'y a pas Internet sur les bateaux, donc les pêcheurs ne peuvent pas se plaindre, par exemple, s'il y a des sévices, s'il y a des abus sur les bateaux. Voilà, donc ça c'est le premier secteur, le secteur en haute mer, qui en général fait plus parler de lui, notamment à l'international. Le deuxième secteur, c'est la pêche côtière et les fermes piscicoles offshore. Donc ça, c'est la pêche qui se fait dans les eaux taïwanaises, dans les eaux intérieures de Taïwan, dans les eaux territoriales et dans la zone économique exclusive taïwanaise. Donc ces dernières années, on est sur une production annuelle moyenne de 185 000 tonnes de poissons pour une valeur de 14,6 milliards de dollars taïwanais, ce qui fait en euros à peu près 434 millions d'euros. Voilà, là aussi, il y a certaines mesures régulatoires, notamment un programme de rachat de bateaux de pêche pour réduire la capacité de pêche, la promotion du chômage partiel, l'établissement de zones fermées et de zones de conservation marine pour la protection des habitats. Et il y a aussi un programme où sont libérées dans l'eau des larves pour refaire le stock de poissons et améliorer l'environnement des sols de pêche. Voilà, tout ça, ce sont des informations que j'ai trouvées sur le site de l'agence des pêches qui dépend du ministère de l'Agriculture taïwanais. Et ensuite, le troisième secteur, c'est l'aquaculture. Ce qu'on peut dire, c'est que le secteur aquacole taïwanais est très développé, notamment dans le sud-ouest de Taïwan et dans l'ouest en général. Il y a plus d'une centaine d'espèces de poissons d'élevage à Taïwan, avec une surface totale dédiée à l'aquaculture de 10 000 hectares. Donc c'est vraiment énorme. Au niveau de la production, on est à peu près à 316 000 tonnes par an, pour une valeur de 35 milliards de dollars taïwanais, environ 1 milliard d'euros. Et il y a 3 grandes catégories dans cette industrie. Il y a l'aquaculture dans les bassins d'eau douce, dans les bassins d'eau saumâtre et l'élevage en mer. Et la culture des huîtres, par exemple, est la plus ancienne à Taïwan, avec plus de 300 ans d'histoire. Elles sont élevées avec différentes méthodes, soit avec des fils, soit avec des bambous, ou alors avec des polystyrènes flottants. Mais bien sûr, cette méthode a beaucoup contribué à la pollution des eaux. Et il y a aussi certaines espèces qui sont protégées. Et là, il y a toute une liste. Bon, je ne vais pas tous vous les dire, mais en tout cas, cette liste est modifiée régulièrement. Voilà, donc désolée, je ne peux pas développer davantage, mais en tout cas, merci pour la question de Jacques-Augustin. Et on continuera à vous écrire, à vous répondre. N'hésitez pas à nous écrire donc et à participer au concours. Merci à tous. C'était Lisa Dufaux Et Valentin Floquet. pour Radio Taïwan International. Au revoir. 你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，Hello, Hello, Guten Tag, Guten Tag, Bonjour, Bonjour, 是大学前。